pour cette conférence, avec cette question, en fait, le municipalisme peut-il redonner foi en la politique? Et je suis allée revisiter la définition de la foi. Elle ne fait pas forcément partie de ma culture, mais c'est un élément important. Donc je vous livre la définition du Larousse, en fait, les définitions au pluriel plutôt, et les mots qui sont surlignés ici en rouge, en fait, qu'on ne voit peut-être pas d'ailleurs dans la rediffusion en direct, traduit ce qui me semble se rapprocher plus de l'esprit du municipalisme. Donc une première définition est celle de l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. J'ai souligné la notion dite d'idéal. D'un point de vue littéraire, on mentionne un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. J'ai surligné les notions d'engagement et de fidélité à la promesse. Une autre définition est celle de toute adhésion ferme et fervente de l'esprit de quelque chose, foi politique, foi dans une idéologie. J'ai souligné adhésion ferme. Et enfin, une dernière définition est la confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou quelque chose. Et là, j'ai souligné confiance en quelqu'un et quelque chose. Alors, oui, le municipalisme, qu'est-ce que c'est? Et est-ce qu'il est capable de redonner foi en la politique? Ma réponse enthousiaste est de vous dire oui, tout de suite. Je pense qu'en effet, ouais, le municipalisme, il a une façon de rappeler aux sociétés qu'elles ont une force créatrice depuis les gens ordinaires. Que le municipalisme permet en fait de combiner et non pas d'opposer des logiques d'émancipation individuelle, collective, sociale jusqu'à l'institution. Qu'il a une capacité aussi à permettre aux personnes, aux gens, de retrouver une vision de leur futur et de retrouver des marges de manœuvre, la sensation et la croyance qu'ils peuvent avoir un impact et qu'ils peuvent prendre en main leur destin. Et tout cela autour d'une communauté que j'ai dit, une communauté de sens et autour du bien commun et de l'intérêt général. Alors voilà, c'est des grands mots. Je refais un petit détour aussi par des grands mots au sujet de l'auto-organisation et en rebond à cette notion d'intérêt général. On voit beaucoup dans le contexte espagnol, notamment le municipalisme, résonner avec les notions d'autogestion, d'autogouvernement. Et je tenais à le préciser, pour moi, c'est bien cette capacité à s'auto-saisir de l'intérêt général. Et je trouve ça voilà, intéressant. Et là encore, ce sont des éléments que je livre pour mieux appréhender la suite du propos. Alors, le municipalisme, qu'est-ce que c'est? Donc, je ne sais pas si vous en avez une connaissance. Donc, je suis partie du principe de la pédagogie, essayer de dresser quelques éléments de définition. Donc une première définition qui est un peu large en fait, qui est celle d'un mouvement qui part du niveau municipal, qui est un niveau de proximité, qui est un niveau de subsidiarité. On dit que la démocratie commence par le proche. Un mouvement qui est autant urbain que rural, et ça j'insiste beaucoup dessus parce qu'on fait parler de lui avec des exemples de grandes villes, mais il est très ancré, et peut-être en France beaucoup plus d'ailleurs, au niveau rural. Il a pour objet ou pour effet de reconstruire un espace politique, au sens de gestion de la cité, depuis, pour et avec les gens. C'est un mouvement que je disais tout à l'heure être ancré dans les contextes expérimental, pragmatique et de radicalité démocratique. Ça, c'est les mots que j'emploie pour cette définition, mais j'imagine qu'elle vous paraît peut-être un peu confuse. Alors je me suis permise d'ajouter celle de deux auteurs, Kate Schibert et Laura Roth, qui sont de Barcelona en Comú, et qui dans un article récent en fait ont dressé les caractéristiques de ce municipalisme. Là aussi je vous les livre pour vous aider à cette compréhension plus fine de ce que ça peut être, et qui mentionne que le municipalisme est défini par un ensemble de caractéristiques connexes, à savoir la construction d'une organisation politique distincte qui reflète la diversité du paysage politique local et répond aux problèmes et aux situations locales. La deuxième caractéristique, c'est celle de processus décisionnel ouvert et participatif qui reflète l'intelligence collective de la communauté. Une structure organisationnelle relativement horizontale et qui guide le travail des élus. Et enfin, une tension créative, et ça j'y reviendrai beaucoup, entre les personnes à l'intérieur et à l'extérieur des institutions locales. Donc ce municipalisme, c'était une tentative de le définir. Maintenant, il n'est pas nouveau. C'est un phénomène qui
s'inscrit dans une sorte de continuum historique, en fait, dont on a pu voir des dynamiques similaires par le passé, avec la Commune de Paris dans la fin du 19e, en 1871, en Amérique centrale avec le mouvement zapatiste des Chiapas, plus proche de nous et sous d'autres formes peut-être à Marinadela en Espagne. Et j'aime à le dire, certainement dans bien d'autres contextes et à bien d'autres occasions. Et je pense qu'on ne le sait pas parce que tout simplement le municipalisme n'est pas connu. Et beaucoup de gens que je rencontre aujourd'hui me disent « Ah mais finalement on fait nous aussi du municipalisme et on ne le savait pas ». Donc il y a certainement un ancrage historique plus fort que celui que je présente aujourd'hui. Vous avez affiché à l'écran Murray Bookchin, qui est l'auteur qui a pensé, théorisé le municipalisme libertaire en lien avec l'écologie sociale. C'est une pensée qui avait peut-être été laissée de côté et qui finalement se révèle être très d'actualité, je trouve, très pertinent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, il montre que quelque part, l'impasse de notre système fondé sur la domination et aussi l'impasse de notre domination sur la nature. Il montre combien, finalement, presque tous les problèmes écologiques sont des problèmes sociaux, c'est sa théorie, et combien aujourd'hui il y a un lien crucial et évident entre transition écologique, sociale et démocratique. Transition démocratique, ça me rappelle justement la notion de démocratie, et là j'en référerai à Loïc Blondiot, avec cette notion que je partage beaucoup et qui dit la démocratie, c'est pas seulement l'organisation de nos institutions. La démocratie, et il est intervenu d'ailleurs à ce propos en mai 2018 lors d'une conférence d'Utopia, c'est aussi la qualité des relations que l'on a à l'autre, des relations qu'on a envers soi-même. Je pense que si on a intégré cette notion globale de démocratie, on comprend en fait quelle est la portée transformative notamment du municipalisme à cet égard. Alors, durant cette dernière décennie, on a observé un renouveau du municipalisme dans des contextes politiques, géographiques, historiques, militants, économiques, etc., très différents. Cette richesse de ces contextes-là, elle a été mise en cartographie, incomplète, mais qui donne quand même à voir quelques illustrations, lors d'une première rencontre internationale organisée par la plateforme citoyenne Barcelona en Comú, la rencontre des Fearless Cities, des villes sans peur, à Barcelone en juin 2017. Depuis, il y en a eu d'autres, à New York, à Varsovie, à Bruxelles et tout dernièrement à Valparaiso. Alors vous voyez là ces quelques villes, ces quelques points auxquels sont reliés des chiffres et qui montrent combien le mouvement municipaliste, ces villes sans peur, ces villes refuges, ces villes sanctuaires, donc là tout est un peu amalgamé, mais est présent à travers le monde, combien c'est un mouvement international, combien c'est également un mouvement européen. Donc là voilà, figure une deuxième carte qui reprend plus en zoom dans nos géographies cette carte du Fearless Cities qui montre combien le municipalisme est présent des USA au Canada, en Amérique latine, du Rojava à l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Serbie, la Belgique et même la France. Donc vraiment il y a une diversité, une similitude de contexte, une similitude de manifestation dans un contexte global de ces dernières décennies. Qui est marqué et qui marque en fait, et c'est vraiment ce renouveau municipaliste qui marque un tournant, le tournant qui est issu d'abord d'un constat d'impasse, d'un système politique capturé par un système économique et financier au niveau internationalisé, du fait qu'on a des politiques publiques et des choix politiques qui ne répondent plus aux besoins urgents des populations, qu'il y a une distance et une déconnexion démente des citoyens avec les centres de décision qui s'avèrent de plus en plus opaques par ailleurs, avec un rétrécissement du champ démocratique qui est également à constater, qui génère une méfiance, une défiance et une crise de confiance qui deviennent des mots courants et je crois que le contexte actuel ne cesse de nous le rappeler. Donc ça, c'est des constats que vous connaissez beaucoup. J'aimerais insister sur deux points. C'est que finalement, de ce contexte d'impasse, jaillissent deux réactions qui sont aussi témoins d'une situation assez paradoxale. C'est que d'une part, on a une réaction qui, et il nous faut l'entendre pour ne pas aborder le municipalisme de façon angélique.
D'une part, il y a des personnes qui ont envie de plus de dirigisme, qui ont envie de plus de consumérisme électoral, qui considèrent que payer les impôts c'est suffisant, que les élus doivent faire le reste. Il y a un repli sur soi, il y a une demande aussi parfois de protectionnisme et, 3 petits points, parfois jusqu'à des dérives fascistes. Ça c'est paradoxal avec l'autre versant que je voulais mentionner, qui est celui de par ailleurs une demande de plus de démocratie directe, de plus de coopération, de plus d'horizontalité, de plus de solidarité, qui sont portées par nombre d'alternatives, depuis l'économie sociale et solidaire, depuis les communs jusqu'au municipalisme, et c'est là que je veux en venir. Alors qu'est-ce qu'apporte le municipalisme dans ce contexte-là ? Comment peut-il éventuellement redonner foi en la politique ? Est-ce qu'il le peut ? Moi, je pense que oui, il le peut, et par les changements qu'il apporte au niveau de 3 niveaux, tant la relation à, que la représentation de, et que la pratique du pouvoir politique. Donc c'est ces trois éléments que je vais réexpliciter dans le reste de mon déroulé. Pour comprendre ces changements-là, il faut d'abord savoir d'où vient ce mouvement, à quelles urgences il prétend répondre, à quels besoins et à quel ancrage, à quelle mobilisation, sur quelle mobilisation ils se fondent. Donc pour moi, redonner foi en la politique, c'est d'abord redonner du sens, et c'est lié à l'ancrage, à la convergence des crises et des luttes. Le municipalisme vient d'une convergence de crises sur différentes thématiques, des crises politiques, écologiques, économiques, démocratiques, etc. On l'a dit. Des crises qui sont aussi locales, qui sont nationales, qui sont européennes, régionales ou internationales. Des crises qui sont combinées à un rejet de la verticalité, du patriarcat, de la compétition, de l'autoritarisme, de l'usage malveillant du pouvoir, de la corruption, etc. Dans ce contexte global, en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a des événements qui ont fortement marqué notre dernière décennie et dont on doit prendre compte parce que c'est aussi la teinte de fond de ces mouvements municipalistes, la crise des subprimes, les printemps arabes, les indignés, le mouvement du 15/1 2011 en Espagne, Nuit debout, la ZAD Notre-Dame-des-Landes, et des réactions aux politiques d'austérité européennes, nationales, la crise des réfugiés, la crise climatique jusqu'aux gilets jaunes aujourd'hui. Ça, c'est ce contexte un peu global et national. Et tout ça se croise ensuite avec des crises souvent plus locales. On l'a vu sur des exemples en France, par exemple, comme le petit village de Saillant qui est dans la Drôme, un village de 1200 habitants, qui reflète certainement stricto sensu le plus les caractéristiques d'un municipalisme à la française. Le mouvement est né aussi d'une réaction et d'une crise, d'une mobilisation autour de l'installation d'un supermarché qui allait vider purement et simplement le centre-ville de ce petit village, donc de son dynamisme économique et social. Dans d'autres contextes, à Barcelone, on est en réaction à des crises qui concernent le logement avec l'expulsion de nombreuses familles au profit de la spéculation immobilière. Dans d'autres villes, on a dit c'est 20 ans d'un même parti au pouvoir et en plus avec des pratiques de corruption, sans qu'il y ait de réponse aux besoins et aux urgences des populations. C'est des réactions à la gentrification, etc., la privatisation de services publics, et aujourd'hui une taxe jugée injuste en France, aussi écologique soit-elle. Donc, convergence de crise d'une part. Convergence de lutte et de mobilisation d'autre part. On a évoqué le supermarché assaillant, mais il y a d'autres luttes pour l'accès aux droits sociaux, à la santé, pour la préservation et l'accès aux biens communs, l'eau, l'électricité, l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'alimentation, les datas, pour le droit à la ville, pour le droit au maintien des populations les plus fragiles ou peut-être populaires au centre des villes, pour un meilleur équilibre entre la ville et la campagne. Convergence des crises, convergence des luttes, convergence de valeurs aussi. Derrière toutes ces mobilisations, il y a clairement un sens, il y a clairement des valeurs qui sont exprimées. On oppose la dignité et l'hospitalité à des politiques de tourisme de masse, à des politiques sécuritaires ou des politiques migratoires. On oppose la féminisation de la politique à la domination patriarcale. On revendique plus de justice sociale contre des politiques d'austérité. On revendique une société pluraliste, pluriculturelle, contre les réactions racistes ou fascisantes. On exige plus d'éthique
contre la corruption. On exige plus de bienveillance et de coopération contre la violence et la compétition. On exige aussi plus d'écologie et de préservation contre le gaspillage et la surexploitation des ressources. Je le dis parce qu'en fait, il faut voir en fait ce sur quoi les gens s'entendent et qu'est-ce qui les porte aussi derrière ce mouvement-là. Alors voilà, il y a tout ce sens qui est là. Les gens qui le portent derrière viennent d'horizons très différents. On a des cultures très militantes, activistes, syndicalistes, parfois politiques. On a des gens qui sont très ordinaires, qui sont derrière ces mouvements-là. Et puis on a aussi ce rappel d'une histoire commune, de victoires passées, l'histoire de la résistance dans le Vercors à Grenoble contre la guerre de 39-45, l'histoire de la résistance à la dictature en Espagne, qui sont autant de mémoires qui sont réactivées à l'occasion de ces luttes. Alors ces luttes, on a vu d'où elles venaient. Maintenant, la grande question qu'on se pose souvent, c'est comment on passe de l'organisation sociale, d'un mouvement social, à une lutte plus politique et à une conquête institutionnelle. Alors, tout n'est pas automatique, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça que ça se passe de partout, que c'est le choix de tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie, encore maintenant, alors qu'elles œuvrent dans l'aspect social et dans les mouvements sociaux, d'envisager une quelconque trajectoire politique. Mais le pari municipaliste, c'est au bout d'un moment de dire... J'ai une amie qui dit souvent pour détourner un avion, il faut monter dedans. Donc la deuxième préoccupation que j'ai, c'était de vous dire redonner foi en la politique, c'est une question d'éthique et de radicalité démocratique. Et ça, c'est vraiment le cœur, le nerf, le dur du projet municipaliste. Cette éthique et cette radicalité démocratique. Alors cette éthique, on l'a beaucoup vu à travers, et ça je pense que peut-être que Ludovic, tu pourras en redire un mot, sur l'élaboration de ces codes éthiques en fait, qui ont été vraiment au prélude de ces conquêtes municipalistes en fait, qui ont été ces engagements qu'ont pris de possibles futurs élus envers une population en termes de limitation de mandat, de limitation de salaire, de non-conflit d'intérêts et à bien d'autres points, mais je ne rentre pas dans le concret, je l'évoque, peut-être que Ludovic en dira un mot. Donc cette exigence vraiment d'éthique qui rentre aussi dans un contexte fortement marqué, je dois le dire, par la corruption à bien des endroits, et donc qui est vraiment à garder là aussi en termes d'empreinte pour mieux comprendre. Ensuite, la radicalité démocratique. Alors j'aimerais d'abord revenir sur le mot radicalité, parce que je sais qu'il fait peur. Moi je crois qu'il me faisait peur au départ. Alors que la radicalité, c'est aussi l'envisager de façon positive comme un acte engagé et engageant. Et je pense que la radicalité démocratique dont font preuve les mouvements municipalistes, c'est de dire on va faire par, pour et avec les gens. Charlotte Marchandise le rappelle souvent dans son action municipale, ce qu'on en fait sans vous, on le fait contre vous. Là, le pari municipaliste, c'est de dire on remet le citoyen au cœur de la décision publique dans son processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi, évaluation. Donc l'idée, c'est d'ouvrir tous les espaces de coproduction, des espaces-temps et via des nombreux dispositifs. Donc c'est partir des quartiers, avoir des dispositifs d'assemblée populaire, c'est se reposer sur des outils aussi numériques, des outils de lisibilité de l'action publique, c'est étendre les horaires des réunions, c'est favoriser le fait qu'il y ait des nounous pour venir garder les enfants pour que les femmes puissent aussi assister à ces réunions-là. C'est l'instauration, par exemple, de la collégialité. J'en reviens à l'exemple français, puisque peut-être que Ludovic pourra mieux compléter sur l'exemple espagnol, mais par exemple, le village de Saillant a décidé d'instaurer la collégialité dans son fonctionnement municipal en choisissant le fait qu'il n'y ait jamais un élu tout seul, mais qu'on fonctionne toujours par binôme, qu'il y ait un processus de décision participative qui se fasse en amont avec les habitants et qui soit ensuite entériné au niveau du conseil municipal. Donc ouvrir tous les espaces de coproduction et ouvrir tous les espaces-temps, puisque la démocratie, ce sont des espaces et des temps. Ensuite, cette radicalité démocratique, elle repose sur quelque chose de majeur, et l'invitation à cette conférence Utopia, c'était aussi faire ressortir l'aspect propositionnel qu'il peut y avoir derrière le municipalisme. Et s'il y a bien une proposition
du municipalisme, c'est d'une part la radicalité démocratique et d'autre part le fait de l'envisager dans ce rapport pouvoir contre pouvoir, tension intérieure, extérieure à l'institution. Je trouve que le postulat de départ est vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit qu'il n'y a pas d'organisation du pouvoir sans organisation du contre-pouvoir. Parce qu'il nous dit que finalement, la vie démocratique, ce n'est pas le temps des élections, mais c'est un continuum de l'entre-deux élections. Parce qu'il nous dit que quelque part, il est aussi important de changer le fonctionnement institutionnel qu'il est aussi important de cultiver le jardin démocratique. Et le jardin démocratique, c'est quoi? C'est toutes ces énergies citoyennes, c'est cette capacité à formuler une opinion, se mêler d'une action publique et se ressentir comme acteur de cette action publique principalement. C'est aussi admettre la conflictualité. Alors ça, c'est souvent dit, en fait, la démocratie, c'est la gestion de la conflictualité. Et alors nous, on en a très très peur. Et je trouve que justement, cette proposition de tension externe, interne à l'institution, elle postule quoi? Elle postule qu'il y a des désaccords et que la société, elle est diverse, que l'intérêt général se compose et que pour gérer cette conflictualité, il faut l'admettre et l'admettre comme une richesse. Et justement, Murray Bookchin disait « Sans désaccord, une société ne peut être libre ». Ne peut être libre. Cette conflictualité, elle est très liée au principe de la diversité. Et ça, les collègues espagnols nous le rappellent souvent. En fait, leur mouvement, c'est d'aller regrouper la plus grande diversité de la population et toujours être en recherche de cette diversité, parce qu'elle est porteuse justement de ces différentes visions du monde et que c'est sur cette base-là qu'on fait une société apaisée. Dans cette tension donc extérieure-intérieure, donc vous l'avez compris, qui travaille le changement autant dans l'institution que dans le foisonnement social, dans la société, il y a cette notion de... là aussi, peut-être Ludovic, tu pourras nous éclairer là-dessus, de plateformes citoyennes qu'on retrouve en Espagne, qui sont pour moi en fait une enceinte d'intermédiation. Alors ça, c'est Loïc Blondiot qui dit souvent une des crises majeures de notre démocratie, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaires. Les partis politiques, les syndicats, les associations, enfin sans décliner, ne jouent plus leur rôle. Et là, justement, il y a un organe qui est intéressant de cette double tension interne-externe dans les mouvements municipalistes, à travers cette dimension, cette structuration, cette organisation des plateformes citoyennes, qui, quelque part, sont une façon de faire remonter les aspirations des citoyens aux élus qui sont en place dans les municipalités, et qui permettent aussi de redescendre la réalité institutionnelle des élus jusqu'aux citoyens. Quelque part, c'est une façon de relier le politique, le social, l'habitant et l'institution. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un nerf. C'est vraiment un apport majeur du municipalisme. Ensuite, dans cette radicalité démocratique et ses apports, et cette partie, elle est importante, il y a comment on fait naître une nouvelle génération d'institutions. Et il y a beaucoup d'acteurs municipalistes lors du Fearless de 2017 qui nous ont témoigné en disant quelque part, et là il s'agissait d'une personne qui est dans un petit village en fait près de Gérone, donc le municipalisme ça part aussi de là, qui nous disait finalement on crée de nouvelles formes d'institutions pour gérer des besoins partagés, des institutions au service des gens. C'est-à-dire comment on remet l'intérêt général au cœur du fonctionnement de ces institutions, comment on priorise autrement. Il y a aussi un petit village en fait en Angleterre qui disait on a très peu de moyens, mais finalement prioriser avec les gens autour de ce peu de moyens sur ce qui fait sens pour eux, sur les besoins urgents des populations, c'est une façon de remettre l'intérêt du territoire au devant. C'est aussi une façon dans cette nouvelle génération d'institutions d'organiser un nouveau triptyque entre les élus, les agents et les habitants. Et alors là, je dirais, plus de ce que je connais de ma pratique en France, il y a vraiment quelque chose dans ces politiques de co-construction, d'implication habitante, telles qu'on peut les voir dans des villes comme Los Angeles, Kingersheim, même à Rennes, à Grenoble, etc. Il y a une nouvelle relation qui s'invente avec les agents, et les agents dont on parle très peu. Les Espagnols en parlent plutôt comme une force de blocage. Je crois qu'il faut voir aussi ces agents à l'intérieur de l'administration comme aussi des forces et des acteurs incontournables de ce changement et de ce schéma démocratique profond. C'est une façon aussi, à l'intérieur des institutions, ce municipalisme, de réorganiser une transversalité entre les services et de réinventer des rituels. On a des systèmes politiques, légaux, institutionnels qui nous cantonnent à une certaine tradition, ritualisation de la démocratie. Ces municipalités du changement, où qu'elles soient en France et ailleurs, elles ont réaménagé ces rituels-là. Je prends aussi l'exemple de Saillant, par exemple,
qui consacre le fait que les décisions sont prises avec les habitants avant dans des cercles de commission participative. On suspend le conseil électoral pour leur laisser les décisions et le fruit de leur travail. Et ensuite, le conseil municipal reprend et exécute, vote, entérine finalement ces décisions-là. Comment on réaménage ces rituels-là, c'est aussi une dimension. Voilà, alors je passe sur la dimension expérimentale du municipalisme, en fait, qui est également une posture d'essai-erreur, qui est une façon de considérer le municipalisme comme un laboratoire. Donc voilà, j'avais fait quelques vignettes en fait extraites avec le schéma municipal de collégialité de Saillant, mais aussi avec à Torrelodones par exemple en Espagne, un exemple de cette mise en lisibilité de l'action publique où justement autour de l'utilisation du budget municipal pour plus de clarté et plus de suivi habitant, en fait ils ont décidé de trouver d'autres formes de visualisation des postes budgétaires, de savoir qu'est-ce qui est consacré à quoi, etc. Donc voilà. Alors un autre pilier, un autre changement, redonner foi en la politique, c'est aussi partir d'une autre représentation du pouvoir politique. Ça, tu le dis souvent, Ludovic, dans ton ouvrage, en fait, finalement, le municipalisme, ça a repolitisé toute une partie de la population, des plus jeunes aux plus oubliés, des plus populaires aux plus éloignés de la gère démocratique. Cette repolitisation, elle ne se fait pas sans un changement de posture et sans un changement de perception des acteurs, de représentation du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire, changement de représentation des pouvoirs? Par exemple, au niveau des élus ou des leaders. Je vais abandonner le rôle d'élu, mais plutôt le rôle de leader. C'est abandonner peut-être la posture ou la représentation de leader charismatique, de chef divin qui va arriver et tout résoudre, pour envisager plutôt une posture de leader coopératif. Ada Colau parle beaucoup de leader obéissant, par exemple. C'est une façon aussi de dire, attention les leaders, on va encadrer par les codes éthiques, notamment, par la présence de ce contre-pouvoir, on va encadrer cette lutte de leurs égos pour l'hubris du pouvoir, en fait, cette ivresse qui leur vient une fois qu'ils sont en poste et dont beaucoup d'élus témoignent d'ailleurs. C'est pour autant pas toujours décrier la posture du leader. Le leadership a aussi un rôle quand il est au service d'eux et un rôle positif, il ne faut pas tout jeter là-dedans. Mais c'est revoir comment le leader et les élus sont repositionnés aussi dans un rôle différent, dans un rôle d'animation des forces locales, dans un rôle de dynamisation des énergies citoyennes, dans un rôle aussi d'écoute et notamment des signaux faibles. On parle beaucoup en France et dans les travaux qu'on a pu mener dernièrement avec l'IRG d'artisans de contexte. Comment ces nouvelles forces-là, elles interviennent pour justement travailler sur ces conditions favorables justement à cette énergie citoyenne, à cette énergie habitante, à cette énergie démocratique sur les territoires. Côté citoyen, qu'est-ce qui change en termes de représentation du pouvoir et de changement de posture ? On passe d'un consumérisme électoral, comme on l'a dit, où on est assis, on attend que tout se fasse sans nous, à quelque chose plutôt de l'ordre de la responsabilité, de la co-responsabilité. Dire finalement, c'est engageant pour moi, citoyen aussi, même entre deux élections. C'est sortir de cette représentation du chef divin, de l'incarnation. Et alors, c'est sortir peut-être d'une zone de confort. Et là aussi, je reviens, désolée, à l'exemple de Saillant, dont le maire Vincent Béliard témoigne aussi de ça et raconte combien c'était bouleversant pour les habitants de Saillant au début de leur victoire électorale en 2014, où finalement ils instaurent la collégialité. On leur dit finalement votre interlocuteur privilégié, ça n'est plus le maire, ça n'est plus que le maire, c'est toute une équipe municipale. Et alors il y a des citoyens qui ont été effrayés, et qui ont été effrayés parce qu'en fait on a aussi dans cette opacité, dans ce face-à-face, dans ces petites zones d'ombre, dans cette relation directe au maire, des façons aussi, des fois, de négocier des petits avantages, des petites choses sympathiques. Et donc ça bouleverse aussi du côté habitant. Et donc c'est important de le dire, c'est à tous les endroits que ça bouge. C'est tout un système qu'on fait bouger. Et enfin, ce qui change peut-être pour les citoyens, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est vraiment retrouver ce pouvoir d'agir, cette puissance, cette croyance qu'on peut avoir une capacité d'action sur l'action municipale et puis trouver sa place. Dans les nombreuses municipalités qu'on a parcourues avec l'IRG tous ces derniers mois, ce qui ressortait comme conclusion générale, c'est que finalement les gens avaient trouvé leur place dans un système qui ne leur fait pas forcément la place. Côté militant, côté élu, qu'est-ce qui change aussi ?
on a des enjeux ensuite de ces militants, de ces activistes qui passent au pouvoir. Qu'est-ce que c'est que de passer de cette culture d'activisme à la culture d'un élu, passer en responsabilité? Qu'est-ce que ça change dans les référentiels? Merci à Mich Vidal, donc justement d'un petit village de Gérone, disait moi ça a changé beaucoup de choses, je me trouve dans ce petit village, je deviens élu, et alors mes voisins, mes cousins, mes amis finalement me voient dans la posture d'élu, avec toute la défiance parfois que ça amène. Donc ça aussi c'est des changements sensibles qui s'opèrent et auxquels on n'est pas forcément préparé. Et ce qui n'est pas préparé, et ça Charlotte Marchandise le dit souvent, c'est quand on débarque et qu'on est élu, on est face à une complexité terrible de l'action publique, et alors pour la comprendre, pour y être préparé, c'est pas évident, et là c'est vraiment un travail qu'on a à faire, notamment à l'égard des futurs élus et des prochaines élections municipales. Dans ces changements de représentation, il y a aussi une façon de faire autrement de la politique, d'être plus dans l'écoute, on l'a dit, de sortir de cette pensée magique. Ah, c'est lui, avec ses promesses, il va tout changer dans notre vie, c'est magique. Dans cette façon aussi d'organiser le dialogue localement avec les militants, de sortir des meetings infinissables autour d'une personne qui monopolise la parole, pour être plutôt dans des réunions où on laisse aussi la parole aux habitants. Et pour être moins dans la performance électorale, mais plus dans comment on résout finalement la performance et comment on arrive à changer qualitativement la vie quotidienne des gens. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que ces changements, ils connectent en fait à une profonde culture démocratique, et c'est ça qui bouge avec le municipalisme, et c'est ça qui n'est pas mûr encore, c'est ça qui mérite d'évoluer, qui fait certainement évoluer les gens à plusieurs endroits, qui appelle certainement à un changement plus en profondeur, qui à mon avis va jusqu'à l'éducation de nos enfants, qui passe d'un système de compétition à un système de coopération, qui passe au fait de dire que la réussite dans la vie, c'est pas réussir sur l'autre forcément. Et je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont très sensibles là-dessus. Cette notion d'imaginaire collectif et cette notion de marge de manœuvre retrouvée, je la trouve hyper importante aussi, parce qu'elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'aujourd'hui, cet argument, c'est pas seulement l'argument des partis d'extrême droite. Les seuls partis politiques qui promettent que les gens retrouveront demain une marge de manœuvre sur leur destin, c'est aujourd'hui ces partis-là qui le font. Ces mouvements municipalistes, ils le font aussi avec des résultats, avec d'autres processus et des valeurs qui honorent notre humanité. Voilà. Enfin, ça va. Les changements qu'opère le municipalisme et comment il peut redonner foi en la politique, parce que j'ai essayé de répondre à cette question par tous les endroits, c'est de dire qu'au bout d'un moment, on a des résultats. C'est comment on passe des engagements aux politiques publiques. Et alors ça, il y a par exemple, et je vous invite vraiment à y jeter un œil, un outil qui s'appelle l'Atlas del Cambio, qui a été lancé officiellement en octobre dernier, qui est en fait un travail collectif en Espagne. Là, donc c'est en espagnol. Je crois aussi qu'il existe une version en anglais, mais je ne suis pas sûre. Qui renseigne clairement toutes les politiques publiques qui ont été mises en place par les municipalités du changement. Toutes ces politiques publiques qui reposent sur l'écologie urbaine, sur la démocratie, sur les communs, sur le logement, etc., etc., etc. Donc, j'allais dire de la parole aux actes, on a aujourd'hui renseigné en termes de budget, en termes d'action, en termes de lien sur le territoire, en termes de transversalité avec d'autres politiques publiques, qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait et quels résultats ça produit. Donc voilà, tout est renseigné. Ici, on a un exemple de la remunicipalisation de l'eau, par exemple, d'un observatoire de l'eau à Terrassa. Je vous invite à aller voir, donc du coup, plus précisément ce que ça donne. Donc, quel type de politique ça donne ces municipalités des changements? Ça donne beaucoup de remunicipalisation des services publics, on l'a dit, de l'eau à Grenoble et dans bien d'autres endroits, la gratuité des services publics en Estonie ou ailleurs, la question de l'hospitalité envers les réfugiés, et ça c'est vraiment, ça a fait appel à un grand courage politique de nombre d'élus, et qui est aussi valable en France. Des politiques autour des communs, des politiques autour de l'écologie urbaine, comment on instaure des ceintures vertes, comment on végétalise, des politiques autour de l'alimentation, du logement social, de la jeunesse, voilà. Je ne décris pas tout ça parce que déjà c'est lourd ce que j'ai à vous dire, donc
J'insiste pas forcément plus. Il y a une relocalisation des activités aussi qui se fait par ces politiques. Et il y a de nombreuses leçons à tirer, et là j'attire vraiment cette attention là-dessus, c'est que ces politiques publiques, au bout d'un moment, elles ont besoin de marge de manœuvre dans un système et un cadre légal et normatif qui n'est pas forcément facile. Je m'explique. Ces politiques publiques, par exemple, elles se font plus étroitement avec les habitants. Aujourd'hui, en France, on nous dit oui, on part du postulat qu'on va vers une responsabilité partagée, qu'on va vers un pouvoir politique en commun, mais comment on le reconnaît légalement? Légalement, c'est toujours le maire qui est responsable. Donc comment on aménage cette reconnaissance du rôle de l'habitant dans l'élaboration de ces politiques publiques? Alors il y a des municipalités comme à Grenoble qui créent un cadre assurantiel particulier. En France, on travaille sur la notion de collaborateur temporaire du service public. C'est une façon de le faire, mais quand on le fait systématiquement, là c'est des notions qui tombent. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir toute la portée propositionnelle du monde des communs. Les communs aujourd'hui, avec de nombreux d'exemples, notamment à Naples, à Bologne, avec le règlement de Bologne, montrent comment on arrive à passer justement sur cette reconnaissance de l'habitant comme allié du service public, comme collaborateur actif du service public. Et là, il y a tout un règlement, qui s'appelle le règlement La Charte de Bologne, en fait, que je vous invite à aller voir. Qui sont renseignés par Lapsus et d'autres, qui mettent en place cette notion donc, de subsidiarité horizontale à travers des pactes de collaboration avec les habitants et donc qui montrent comment un bien public, souvent délaissé, peut redevenir un bien commun. C'est l'objet des communs urbains. Donc voilà, il y a ces politiques publiques transformatives. Et puis, il y a un autre enjeu, un enjeu qui est important, un enjeu qui, je ne sais pas s'il redonne foi, mais en tout cas, je pense qu'il est porteur de promesses et que je dois d'évoquer ici. C'est que finalement, le municipalisme, il permet à la fois de tisser des solutions locales, mais pas d'entrer dans du localisme. Ce qui est bien dans la pensée de Bookchin, et je pense dans la clairvoyance en fait, des municipalités du changement aujourd'hui, c'est que les changements qu'elles opèrent au niveau municipal sont fondamentalement liés à d'autres échelles d'action, régionales, nationales, européennes, etc. Donc il y a vraiment cette notion, Jonathan Durand-Folco parle d'autonomie relationnelle du mouvement municipaliste en fait. Cette idée d'interdépendance, cette idée aussi d'un mouvement translocaliste, d'un mouvement transnational. Bookchin parlait de confédéralisme municipal. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a en fait la portée coopérative et d'alliance du municipalisme. Alors l'alliance, on le voit, et ça aussi peut-être que Ludovic vous en dira un mot, on le voit en fait naissant sur les territoires au moment d'organiser les coalitions, les confluences qui vont permettre à ces mouvements citoyens de se présenter, de gagner les élections, mais on le voit aussi dans cette capacité à tisser des alliances entre des territoires. Et aujourd'hui, il y a des dynamiques au niveau européen qui s'engagent, notamment dans la perspective des prochaines élections européennes de mai 2019, avec une initiative qui s'appelle Municipalize Europe, voilà, de plusieurs élus, de plusieurs villes qui savent qu'aujourd'hui, cet échelon aussi, dont elles dépendent, dont leur marge de manœuvre dépend, les politiques migratoires, Airbnb, la fiscalité, tout ça est décidé à bien d'autres échelles, et donc la portée de ce mouvement-là municipaliste ne se résume pas au niveau municipal, mais est aussi à envisager à un niveau plus large. Dans cette idée de passer du quartier à l'Europe, je voulais aussi montrer qu'il y avait une autre portée en fait, du municipalisme qui est aussi dans cette façon de lutter contre les dérives autoritaires et fascisantes qui sont celles desquelles on est entouré aujourd'hui. Quand on pose la question du municipalisme, qu'est-ce qu'il propose face à ça? Justement, trouver sa place, faire communauté, faire sens, c'est un remède aussi important à ces dérives-là. Voilà en gros ce que je voulais évoquer. J'ai plusieurs enjeux, plusieurs défis, plusieurs limites en fait peut-être à évoquer, parce que tout n'est pas rose, tout ne donne pas espoir, il y a des tensions, il y a des points à résoudre.
Il y a une temporalité en tension aujourd'hui dans des contextes comme en France ou comme ailleurs où le mouvement municipaliste n'est pas encore émergent, alors qu'on a des temporalités très urgentes. On n'arrête pas de nous dire le changement climatique, c'est aujourd'hui, comment on fait pour agir et agir significativement, sachant qu'on a bien dit transition écologique, sociale est reliée à cette transition démocratique et que ces mouvements municipalistes actionnent ces changements en même temps. Et comment on fait pour l'actionner alors qu'on n'a pas forcément le temps de préparer ce terrain-là? Comment on fait face à cette urgence climatique, démocratique, etc. alors que la culture des organisations sociales de ces mouvements municipalistes, c'est plutôt de travailler sur du temps long. Donc là, on voit qu'il y a une première tension. Il y a aussi comment on travaille l'objectif même de ces mouvements-là. On parle beaucoup des mouvements municipalistes qui ont gagné les élections, mais le municipalisme, c'est aussi travailler un territoire et travailler ces conditions démocratiques sur les territoires, même quand on est dans l'opposition ou même quand on n'est pas représenté dans les municipalités. Et aujourd'hui, il y a cette tension, est-ce qu'on va vraiment à la gagne pour les prochaines élections, notamment en France, ou est-ce qu'on admet qu'on peut être aussi une force vive du territoire et de sa transformation sans être aux commandes? Il y a aussi ce risque qui est pointé du doigt, et en organisant cette conférence, on m'a interpellé là-dessus en disant mais attention, il y a un risque de récupération politique de ce mouvement municipaliste, il y a un risque de banalisation. Aujourd'hui, ce municipalisme intéresse et devient un agenda politique, devient des arguments de campagne de forces politiques traditionnelles. Comment vont-elles s'en emparer? Comment vont-elles éventuellement le détourner? Moi, je pense que du moment qu'on respecte quelque part les fondamentaux du municipalisme, notamment la radicalité démocratique, normalement, et ses exigences et ses engagements, on est un peu loin de cette récupération. Mais donc, il y a ce questionnement du municipalisme washing. Il y a la question qui est récurrente en fait dans toutes ces formes de coproduction de l'action publique, et la question de la participation, qui sont vraiment les gens qui participent. Est-ce qu'on est toujours dans cette catégorie de toujours les mêmes, même dans les mouvements municipalistes, des plus conscientisés, ou est-ce qu'au contraire on est dans une ouverture et que là vraiment on arrive à élargir l'assiette, le périmètre des personnes qui sont concernées? Et puis il y a aussi un peu cette idée de David contre Goliath. Comment on fait cette force de changement municipaliste dans des contextes où on voit qu'en face on a des formes économiques et politiques bien plus lourdes que les nôtres, où on a aussi un carcan et des réformes institutionnelles qui ne vont pas dans le sens du municipalisme. Je rappelle qu'en France, les compétences des municipalités réduisent à peau de chagrin, leurs ressources aussi sont transférées à des intercommunalités qui sont aujourd'hui dans une opacité démocratique juste aberrante, mais qui font que, voilà, on parle beaucoup de municipalisme, mais avec quels moyens, quelles ressources, quelles compétences, c'est aussi un enjeu. Voilà, je pense que tous ces développements, ils nous amènent juste à pas idéaliser la situation espagnole, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, même si j'en ai beaucoup parlé, ou Saillant, même si j'en ai beaucoup parlé, mais juste nous dire qu'il y a des expériences et des initiatives qui existent, et qui sont nombreuses à travers le monde et à travers l'Europe, et qui sont une invitation pour nous, non pas à faire du copier-coller, mais à s'interroger sur la qualité démocratique qui est la nôtre, les changements qu'on peut activer ou non. Comme le dit Debbie Bookchin, finalement, quel est ce futur que nous méritons, comment on veut l'organiser. Et puis je finirai par dire et reprendre les propos de Enric Barcena de Barcelona en Comú au dernier Municilab en Espagne, qui parlait de ce mouvement municipaliste dans les termes suivants, qui disait « Nous ne sommes ni seuls, ni anecdotiques, ni chaotiques, nous sommes efficaces, porteurs d'alternatives, fiers des réussites des autres municipalités qui sont aussi des réussites collectives. Nous sommes en train de dessiner d'autres villes, d'autres pays et un autre type de société. » Voilà, moi je trouve que ça redonne un peu foi en la politique, mais à vos avis. Merci Elisabeth. Oui, effectivement, ça redonne foi, c'était plutôt enthousiasmant. En tout cas, ça prouve bien que le sujet municipalisme est un sujet qu'il faut qu'on porte et qu'on travaille. Alors, tu as beaucoup évoqué Saillant, je l'ai dit en introduction, nous sommes allés à Saillant, et effectivement, un des points qui a été soulevé, c'est le point de départ, ça a été une lutte. Donc là tu l'as très bien souligné, c'est que l'élection ne s'est pas faite sur un projet, mais sur une méthode.
Et je crois que toute ta première partie de ta démonstration était effectivement celle-là. Alors je donne la parole à Ludovic, qui lui, donc, en tant que journaliste, a beaucoup voyagé en Espagne. Donc c'est un peu le support de ton livre. Et donc avec des différentes échelles, justement, la question de taille est une question importante. On a parlé de la représentation, effectivement, et de la possibilité de s'engager. On a eu Olivier Rey, d'ailleurs, à une conférence avec son fameux livre sur la question de taille, qui est directement liée, je crois, à la démocratie. Et comme tu es allé pardon, aussi bien à la Corogne qu'à Saint-Jacques, qu'à Barcelone, donc tu as vu des échelles de villes différentes. Donc comment ça se passe en Espagne et comment cette dérive d'institutionnalisation, effectivement Podemos qui est devenu un parti politique, comment c'est vécu au sein de ces municipalités et comment cette appropriation a pu se faire également en Espagne. Merci. Okay. Merci Pierre, merci à Utopia pour l'invitation. Moi je vais juste essayer d'être un peu en écho avec ta présentation très exhaustive, Elisabeth. Alors juste pour me présenter 2 secondes, c'est vrai que moi je travaille comme envoyé spécial. J'ai jamais vécu en Espagne en tant que tel, mais j'y vais depuis 2010 maintenant. À peu près, j'y suis allé assez régulièrement, 5-6 fois par an depuis 2010 pour Mediapart. Et c'est évidemment un pays qu'on a beaucoup suivi, évidemment au moment de la fin des années Zapatero, le déclenchement du mouvement des indignés, la naissance de Podemos en 2014, etc. etc. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressé le plus, et ce qui m'a semblé être aussi le moins connu en France, en tout cas il y a encore quelques mois, maintenant j'ai l'impression qu'avec la décision de Manuel Valls de se lancer en politique en Espagne, on en parle davantage, mais en tout cas la question des mairies espagnoles est, me semble-t-il, peut-être l'expérience politique la plus excitante dans tout le cycle ouvert par le mouvement indigné. Donc de ce point de vue-là, je rejoins un peu ton enthousiasme, même si on peut maintenant discuter un peu plus clairement sur aussi le bilan de ces mairies, puisqu'on est sur 3 ans d'exercice du pouvoir, et donc peut-être que peut-être qu'on peut discuter ensuite de ce qui a été fait concrètement, au-delà effectivement des nouvelles pratiques, etc. Juste du coup, pour pas répéter tout ce que tu as raconté, je me dis que c'est peut-être pas mal de vous expliquer un peu le principe de ces confluences, qui est à la base quand même des dynamiques locales. Donc on est en 2014, il y a un parti qui s'est lancé, qui s'appelle Podemos, qui essaie de capter le mouvement indigné à l'occasion des élections européennes. Et des activistes du mouvement indigné ne se retrouvent pas tout à fait dans cette stratégie politique, qui est de dire qu'on va lancer un parti national et on va s'attaquer au Parlement européen, mais plutôt développe l'idée que l'indignation politique, qui a éclaté sur les places du pays en 2011, elle doit d'abord commencer par le local pour se traduire, dans justement ce qui a été dit sur la question de la proximité avec les habitants. En Espagne, on appelle souvent les habitants les vecinos, les vecinas, donc les voisins. Ce qui implique déjà une conception un tout petit peu plus politique de l'habitant, la ville, etc. Et donc vont se créer des confluences qui sont en débat à partir de 2014 d'activistes autour d'activistes des mouvements sociaux, etc. Alors il y a quelques règles qui expliquent un peu comment vont se faire ces réunions, où on retrouve effectivement des militants de gauche, mais de tous les horizons, c'est-à-dire à la fois des syndicalistes, des gens des partis politiques traditionnels, donc il y avait des communistes du parti Izquierda Unida, il y avait des gens même des partis du PSOE, des déçus du PSOE, mais aussi évidemment des gens du mouvement indigné qui se sont construits contre les partis politiques traditionnels. Et il y a une règle qui est que pour participer, on met en retrait son identité politique, son appartenance politique classique, et on va, de manière très simple, parler d'objectifs concrets. Et c'est ce qu'ils appellent, en gros, il y a une des règles pour les fameuses confluences qui vont marcher, c'est qu'ils disent à chaque fois, il faut éviter le bouillon de sigles. Il ne faut pas qu'on fasse des alliances, parti socialiste, parti communiste, gauche écologique, etc., qui donnent des sigles. Eux, ils appellent ça du bouillon de sigles. Mais il faut plutôt travailler sur une plateforme, une confluence qui permette de dépasser un peu ces identités et se retrouver sur des objectifs très concrets. Donc là, en l'occurrence, à Barcelone, pour prendre le cas juste d'une ville, les objectifs étaient assez simples. Un moratoire sur les expulsions immobilières,
à un moment où voilà, le drame des expulsions immobilières était particulièrement vif. La Catalogne, c'est la province, c'est la région, la communauté autonome d'Espagne où il y a eu le plus d'expulsions depuis le début de la crise immobilière. Il y avait deux objectifs assez consensuels, par exemple la réduction de la pauvreté infantile dans les quartiers pauvres. Voilà, ce genre d'objectifs qui sont assez peu clivants. Et l'astuce ensuite d'une confluence qui fonctionne tout de même, c'est de trouver un leader. Donc il y a un fonctionnement totalement horizontal sur la manière dont on va faire le programme, définir les objectifs, mais par contre ils arrivent à s'incarner dans un leader qui est issu d'équivalents de primaire, en l'occurrence à Barcelone, Ada Colau, donc une activiste du droit au logement, qui a fondé la PA, la plateforme contre les expulsions immobilières, pour le dire vite, et qui est en fait depuis 2009 était devenue une figure très charismatique. Hein, pour vous donner une idée, elle aurait tout à fait pu prendre la place en fait, de Pablo Iglesias pour lancer Podemos. Et elle a fait un choix inverse, hein, c'est-à-dire il y avait des hésitations au tout début du lancement de Podemos sur qui pouvait incarner Podemos. Ils avaient pensé à Ada Colau aussi, mais elle a fait le choix de préférer l'échelon municipal. Et la manière de résoudre cette contradiction entre un leadership et voilà, un truc très horizontal et un fonctionnement horizontal, c'est justement ce fameux code éthique dont on a parlé et qui a souvent été à la base des confluences et qui est que tous les gens autour de la table se retrouvent sur une autre manière en gros de faire de la politique pour en finir avec les cycles et les affaires de corruption qui ont marqué la politique espagnole pendant des décennies. Donc effectivement, mais je crois que tu l'as dit, mais il y avait des critères qu'on peut discuter après, hein, mais il y avait l'idée de pas plus de 2 mandats consécutifs, on limite le salaire de la maire et des conseillers municipaux, alors à Barcelone c'était à 2000, je crois, enfin j'ai pas revérifié les chiffres avant, voilà. Il y a la transparence totale sur l'agenda des maires, alors tout ça, dans la pratique et à relativiser parce que maintenant beaucoup de gens, hein, même, alors moi j'étais par ailleurs correspondant à Bruxelles pour Mediapart et maintenant la Commission européenne, tous les commissaires maintenant mettent en ligne leur agenda pour montrer ce qu'ils font avec les lobbies, etc. En fait on se rend compte en tant que journaliste, c'est très compliqué au-delà de ces statements de je suis transparent et je mets tout en ligne. En fait évidemment il faudrait beaucoup plus d'infos et avoir accès à davantage de choses pour que ce soit véritablement efficace. En tout cas, il y a des collectifs qui sont créés et la campagne s'est lancée et dans un financement aussi qui a été fait beaucoup par crowdfunding et dans un rejet en fait, du financement par les banques, ce qui était un élément aussi important, je crois, à l'époque, évidemment dans un contexte où les banques espagnoles avaient fait l'objet de sauvetage, etc. etc. Il y a un point important qui est que le jour des élections, donc il s'est dégagé une majorité dans certaines villes, en tout cas ils sont arrivés en première ou deuxième position. À Barcelone par exemple, il y a une taux de participation qui a augmenté donc, aux élections municipales de 2015 de 10 points dans les quartiers les plus populaires de la ville. Donc notamment autour de la gare de Sants, notamment à Poblenou qui est plus dans le nord. Et c'est un chiffre que je trouve assez redoutable, sur lesquels vraiment moi c'est un des points de départ, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce bouquin, c'est que je me suis dit, c'est quand même assez colossal d'avoir non seulement un taux de participation en forte hausse au niveau global, mais surtout des quartiers populaires qui ont beaucoup plus voté et qui expliquent la victoire d'Ada Colau et le fait qu'elle va pouvoir devenir, avec Barcelona en Comú, donc Barcelone en commun, maire de la ville. En clair, ce qui s'est passé comme mécanisme, c'est qu'il y a vraiment eu ce mouvement social qu'elle a incarné, qu'elle a porté, qui est ce mouvement donc, de lutte contre les expulsions, qui a fait un travail dans les quartiers souvent invisibles auprès des grands médias, où en fait donc, il y avait ces collectifs de voisins qui savaient qu'une expulsion allait avoir lieu au bout de la rue, et donc on avait à la fois des voisins de la rue qui par solidarité allaient empêcher l'expulsion, mais aussi des juristes qui, par solidarité et conscients de la gravité de la situation, se sont engagés dans cette bataille-là pour aider les victimes d'endettement, et ensuite des activistes traditionnels du droit au logement. Et du coup, il y a une manière comme ça de prise en charge des voisins, mais aussi des victimes, qui, parce qu'elles avaient été aidées, sont mises à aller aider d'autres gens dans le quartier qui, eux aussi, étaient victimes d'expulsion. Et donc, se sont créés des réseaux de solidarité qui ont été réactivés au moment de la campagne municipale.
Donc il y a vraiment, pour bien comprendre cette repolitisation des classes populaires et aussi d'une population migrante, des quartiers les plus pauvres, etc., il y a vraiment l'idée avant d'un ancrage social, d'un mouvement social entier sur une question décisive qui touche au corps, au physique des gens, qui est la question du logement. Voilà, donc ça c'était pour un petit éclairage. Alors, il y a des mouvements différents selon les villes, les tonalités, mais je pense que le cas de Barcelone, de ce point de vue-là, est le plus intéressant. Voilà, peut-être une autre caractéristique qui, moi, je trouve assez passionnante, qui est justement, tu en as parlé Elisabeth, l'articulation avec d'autres échelles. C'est-à-dire que c'est vraiment un point important pour moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le small is beautiful et en fait on ne regarde que notre échelle du quartier, mais il y a un travail permanent d'articulation entre, en gros, le local, un peu le national, mais surtout l'européen. Et de ce point de vue-là, ça, moi, c'est une vraie conviction aussi, et je trouve qu'il y a des moments importants de ces dernières années sur la politique européenne, par exemple, l'opposition au traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, elle a été aussi portée par un maire en Belgique, Paul Magnette, alors certes qui vient du PS, un parti très traditionnel, PS francophone en Belgique, mais ça dit quelque chose de où sont les oppositions aussi à certaines grandes questions européennes. Le drame de l'Aquarius qui a eu lieu en juin dernier, après la mise en place d'un gouvernement d'extrême droite en Italie, les premiers à dire « nous sommes prêts comme port, en tant que port à accueillir l'Aquarius », c'est deux maires des villes du changement en Espagne, c'est Joan Ribó à Valence et Ada Colau à Barcelone. Donc il y a vraiment une manière de à la fois travailler un terrain local, de repolitiser ces forces-là, et en même temps de batailler sur les questions européennes les plus urgentes du moment. Alors ça pose plein de difficultés, et pour la troisième grande question européenne que je trouve intéressante dans ce point de vue-là, c'est la question de la dette et de l'audit de la dette, puisque c'est aussi un réseau de municipalités en Espagne. Les villes du changement ont mis en place tout un réseau d'audit de leur dette, qui a plus ou moins fonctionné selon les lieux, et mais qui a été un exercice aussi d'éducation populaire à un moment où les politiques d'austérité dominaient en Europe. Donc ça, évidemment, moi, en tant que citoyen et un peu extérieur, je trouve ça assez passionnant, la manière dont on parle avec un discours très pro-européen, mais en même temps très critique de l'Europe d'aujourd'hui, et en même temps, comment on fait une pédagogie de l'Europe auprès des citoyens. Voilà, alors après, je voulais quand même insister sur parce que le bilan est assez épars et divers, je ne sais pas si c'est passionnant. Je peux peut-être vous signaler quelques limites tout de même pour peut-être on invite à la discussion aussi. Là, rapidement, j'en avais noté au moins 5. Mais non, il y a la question tout de même D'abord, il y a la question des compétences. C'est-à-dire que c'est bien beau d'articuler toutes ces échelles et de faire sans cesse des discours sur ce que devrait faire le national, etc., la question du logement, qui est très prégnante à Barcelone. Mais un maire n'a pas toutes les compétences, et loin de là. Et en fait, souvent, au-delà, voilà, par exemple, la question du logement, ce qui a mis en place à Barcelone, par exemple, c'est qu'ils ont fait payer les banques qui gardaient des locaux vides, et c'est une taxe qui a permis à développer des politiques sociales, ce qui est intéressant, mais ils n'ont pas les compétences, parce qu'elles appartiennent à la région et à l'État, de faire un moratoire global sur les expulsions. Donc voilà, ça montre évidemment, mais ça c'est pas une découverte, mais disons qu'il faut, je pense quand même toujours le rappeler, que le municipalisme bloque s'il n'a pas d'alliés, que ce soit au niveau régional et au niveau national. Et là, de ce point de vue-là, l'expérience espagnole, elle est assez difficile en ce moment, parce que on a quand même un paysage politique qui se crispe beaucoup, certes, il y a un gouvernement socialiste, mais très fragile, sans majorité au Parlement, et bon voilà, il y a eu des élections en Andalousie avec une poussée de l'extrême droite, le discours, la crise catalane a totalement bousculé, bouleversé le paysage, si bien que les élections qui arrivent l'an prochain, à la fois régionales, communales et législatives, sont décisives et ne sont pas du tout évidentes. Donc, d'où le fait que, même si je peux être assez critique du fonctionnement de Podemos, il faut, pour que ces expériences tiennent, qu'elles aient des relais au niveau national et régional. Un autre point que je trouve, oui, et ça recoupe le fait que dans la pratique, beaucoup de ces mairies ont certes, beaucoup de ces confluences ont certes gagné des mairies, mais elles ont dû s'appuyer de manière très pragmatique
sur des coalitions qu'elles ont dû, en cours de route, parce qu'elles étaient mises en difficulté, conclure avec des partis traditionnels. C'est le cas à Barcelone, où il y a eu une alliance pendant 1 an avec le Parti socialiste catalan, ce qui aurait été, pendant la campagne, totalement impossible et contre nature, mais par la force des choses, parce qu'ils ont pris le pouvoir et que par réalisme, il a fallu faire des deals. Alors même que, enfin voilà, sur la question par exemple économique, il y a des vraies oppositions très fortes entre, on pourra y revenir si vous voulez, entre le Parti socialiste catalan et Barcelone en commun. Sur la question de la participation aussi, moi j'ai l'impression, autant je suis très enthousiaste sur la manière dont il y a une plus forte participation des classes populaires aux élections, mais alors là c'est vraiment de l'ordre de l'hypothèse fragile, parce que moi ça fait 1 an que je suis pas retourné là-bas et voir comment ça fonctionne, mais ce qu'on voit quand même, c'est que dans tous les dispositifs qui ont été mis en place pour la participation dans les districts, etc., ce public-là ne s'est pas vraiment déplacé. Où moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un gap entre le public qui participe au budget participatif, qui joue le jeu aussi. Alors il y a plein de mécanismes dont j'ai pas... Peut-être je peux décrire un peu ces mécanismes-là. Oui, alors je reviens du coup un peu en arrière. Mais il y a plein de mécanismes qui ont été mis en place pour que les citoyens se saisissent et déconstruisent un peu les institutions. Eux, ils avaient Moi, à Barcelone, il y avait des belles expressions, notamment ils avaient pris les mairies, ils avaient remporté ces mairies, et ils développaient l'idée qu'il fallait profaner les institutions. C'est-à-dire, ok, on vient des mouvements sociaux et on bascule dans la politique institutionnelle, mais on sait que les règles du jeu sont difficiles, et donc pour pas qu'on se banalise et qu'on perde de notre radicalité politique, il va falloir les profaner et les déconstruire de l'intérieur. Donc ils ont mis en place toute une série de principes, de systèmes qui permettent notamment aux citoyens de contrôler. Donc par exemple, ils ont mis en place, il y a des sites pour toute la data du budget municipal, par exemple, est disponible sur des sites pour qu'elle soit surveillée par des associations de citoyens. Autre exemple, à Madrid, ils ont créé comme ça des figures de porte-parole des quartiers, ce qu'ils appellent des vocales, donc vraiment des gens qui portent la voix des voisins et dont le rôle est d'être dans la majorité et de remonter un peu les doléances qu'ils entendent dans les conseils municipaux pour bousculer les conseillers municipaux qui prendraient des décisions trop mainstream ou pas conformes à l'idée de leur base. Donc ils ont créé comme ça des espèces de postes de relais, ce qui est assez traditionnel je pense dans les organisations politiques, mais là c'est beaucoup plus formalisé. Ils ont des canaux WhatsApp évidemment, parce que tout ça fonctionne par Telegram et WhatsApp, pour remonter ces informations-là et pour bousculer un peu la représentation traditionnelle. Bon, il y a des systèmes de référendum, enfin il y a des systèmes de dépôt de propositions des citoyens sur des sites municipaux, et des propositions qui obtiennent autant de clics et d'approbations peuvent faire l'objet ensuite d'un référendum local, par exemple. Donc c'est autant de manières comme ça de redonner du pouvoir aux citoyens. Moi je suis curieux de lire, je sais qu'il y a plein d'universitaires maintenant qui sont lancés sur ces terrains-là, donc on va avoir plein d'enquêtes un peu plus informées que voilà, ce qu'on a pour l'instant de reportages, etc. Mais j'ai vraiment l'impression en tout cas que, et c'est pareil par exemple dans une ville comme Grenoble, ça c'est assez documenté, ce fait qu'il y a une très faible participation tout ce qui est débat participatif, etc. etc. Voilà. Dernière chose peut-être sur les limites de l'expérience, je dirais aussi que c'est quand même important pour moi et comment sur la question des mouvements sociaux. Il y a beaucoup de mouvements sociaux qui ont été un peu vidés ou perdus de leur personnel politique et de leur figure et de leur capacité de contre-pouvoir, justement parce que beaucoup de ces personnes ont décidé de franchir le pas vers l'institutionnel. Et bon, ça pose des questions de stratégie politique sans fin, voilà, qui est difficile. Mais je trouve qu'aujourd'hui, à Barcelone, il y a eu évidemment un débat très polarisé sur la question de l'indépendance de la Catalogne, qui a un peu déplacé le débat et qui met que la mairie est mal à l'aise par rapport à ça. Mais c'est vrai que tout le principal mouvement social, c'est le mouvement indépendantiste, y compris le mouvement indépendantiste de gauche. Mais je pense qu'il manque à la mairie des contre-pouvoirs plus forts sur les questions logement, etc., que Ada Colau et ses alliés incarnaient auparavant. Donc ça, c'est plus des histoires de voilà, comment fonctionne la démocratie locale et tout, mais ça me paraît assez important aussi. Voilà, et
peut-être juste pour m'arrêter là, et après, j'imagine qu'on répond et on ouvre la discussion. Sur la question de la circulation de ces expériences, moi j'avais pas mal travaillé sur comment ce modèle en fait, des villes espagnoles, que ce soit Madrid, Barcelone, La Corogne, etc., circule. Moi j'en ai quand même conclu dans mon bouquin à cette époque, donc c'est un livre de l'été 2016, que c'était un modèle pour plein de raisons très particulières à l'Espagne tout de même. Il y a une expérience à Naples des magistrices qui se revendiquent explicitement de l'expérience espagnole et qui fait beaucoup de choses avec Barcelone, avec Valence, et qui revendique une union un peu des villes de Méditerranée pour justement incarner un autre type d'Europe que l'Europe austéritaire, etc., etc. Donc ils ont ce discours-là. Mais il me semble quand même que les expériences sont limitées. Évidemment, je suis très curieux de voir ce qui va se passer si le mouvement essaime un peu en France. Alors j'avais fait des entretiens avec Éric Piolle, notamment à Grenoble. C'est vrai que dans la manière dont la campagne a été menée en 2014, il y a des éléments à Grenoble, notamment une manière de tisser des liens avec des activistes des quartiers populaires, qui peut rappeler certaines formes de confluence, mais il me semble qu'on est resté vraiment, à Grenoble en l'occurrence, quand même dans une question d'alliance classique de partis traditionnels, et qu'on n'a jamais atteint une forme de confluence, comme ça a pu être une forme beaucoup plus souple, par moments qui s'efface, par moments qui réapparaît dans les périodes de crise et tout. Il ne me semble pas qu'il s'est construit ça à Grenoble, et peut-être je peux terminer là-dessus sur un peu ce qui s'est passé par exemple à Marseille. Là c'est avec l'effondrement d'immeubles rue d'Aubagne et la crise que ça représente sur la question du logement et la manière aussi dont il y a eu des réactions populaires très fortes, une mobilisation locale. On a entendu, on a lu, moi j'ai pas été sur place, mais beaucoup de gens, d'habitants, de jeunes qui pour la première fois allaient manifester. Et il me semble que là, il y a peut-être le terreau aussi pour imaginer un mouvement qui, depuis la question du logement, de l'insalubrité dans la ville, etc., fasse un peu consensus pour élargir le périmètre du parti de gauche traditionnel, atteindre de manière assez consensuelle, inclusive, d'autres populations de Marseille qui sont tout autant indignées que les gens qui habitent dans ce quartier, et qui peuvent poser les bases, qui sait, à un mouvement plus large, en vue des élections municipales. En tout cas, moi je suis très intéressé parce que ça va être assez passionnant à suivre comme mobilisation et comme contestation à la mairie de Gaudin. Voilà, peut-être je m'arrête là, et du coup, voilà. Merci Ludovic. Peut-être un mieux avant qu'on passe aux questions. Alors, question à vous. Alors, première. Merci. J'ai une petite familiarité de réflexion et de militance avec le municipalisme, mais depuis un certain temps, je m'inquiète d'un facteur qui me paraît de plus en plus important, qui est la technicité de l'action publique. Vous avez dit que quand les personnalités émanant du mouvement militance municipaliste se trouvent face à l'action publique, elles sont confrontées à une complexité croissante. Et cette complexité s'accompagne souvent s'accompagne de technicité. Vous avez donné l'exemple de l'accès aux data par les habitants de Barcelone. Il est bien évident qu'on n'y accède pas comme ça, avec sa bonne volonté. J'ai entendu l'autre jour un exemple assez amusant de difficultés municipales. Il s'agissait d'un maire d'une petite commune de l'agglomération lyonnaise à qui on demandait de mesurer la qualité de l'air dans son école. Et il disait, j'ai pas les moyens d'acheter les capteurs, mais même si j'avais les capteurs, qui saurait se servir des capteurs dans la commune? Alors, on peut apprendre à se servir des capteurs, mais ce n'est que reculer. Je veux dire, toutes ces contraintes techniques deviennent paralysantes pour des gens qui sont des citoyens de bonne volonté, désireux de participer, mais qui n'ont pas nécessairement
les compétences techniques de plus en plus exigées et dans des domaines variés dans l'action publique. Et alors je crois que ça, c'est tout de même un courant de fond, hein, plus ça va, plus c'est technique, plus on a besoin de supports vraiment précis, enfin très professionnalisés, et donc ça pousse plutôt à la concentration. Vous avez donné l'exemple des métropoles, enfin des intercommunalités. Souvent, l'argument de base de l'intercommunalité, c'est qu'on va avoir quelqu'un qui va pouvoir être compétent dans un domaine technique et rendre le service attendu. Voilà, c'est le sens de ma question. On prend plusieurs questions. Merci, bonjour, moi je m'appelle Sylvain Réfaux, je suis élu d'Europe Écologie Les Verts dans le 10e arrondissement de Paris. Et je voulais juste apporter un petit témoignage sur quelque chose qui a été dit sur la question de la posture. Je crois que c'est vraiment ça qui est important et nouveau dans la façon d'aborder les questions pour les élus, pour les services et pour les citoyens. À Paris, on a un dispositif qui est éminemment perfectible, qui est le budget participatif, mais qui a été l'occasion d'amener quasiment pour la première fois les citoyens en discussion directe avec les services de la ville pour élaborer ensemble des projets qui ensuite sont soumis au vote, etc. Et c'est vrai que ça a été perçu à la fois par les élus, dont certains ont cherché à instrumentaliser le dispositif ou à le détourner un petit peu pour le rendre plus, leur permettre de réaliser des engagements qu'ils avaient pris par ailleurs. D'un côté, et de l'autre côté, les agents de la ville, qui sont d'extrêmement bonne volonté, mais qui n'avaient pas du tout l'habitude de discuter en direct avec les citoyens, et qui n'avaient aucune reconnaissance pour l'expertise citoyenne en particulier, qui est peut-être une réponse à la question de la technicité. Donc voilà, moi je me dis comment est-ce qu'on peut faire pour outiller l'expertise citoyenne et faire en sorte qu'on ait des fonds qui soient à disposition de ceux qui voudraient justement expertiser, contre-expertiser ce que fait la ville. Voilà. Et ensuite, je voulais juste poser un point de débat, c'est que donc je m'intéresse à ce qui se passe du point de vue du municipalisme en ce moment en France, à Paris particulièrement, et j'ai l'impression qu'il y a un petit point de tension. Je voulais avoir votre point de vue à l'un à l'autre sur cette question-là, sur l'idéologie. Moi, je suis un membre d'Utopia de longue date, et donc j'assume totalement un point de vue écolo, social, un peu radical. Et quand on discute avec différentes personnes sur les initiatives municipalistes, il y a une posture qui consiste à dire mais c'est le citoyen d'abord, c'est la méthode, mettons la méthode en avant. C'est vrai que ça a été fait comme ça, saillant, mais au début il y avait le supermarché quand même. Il y avait quand même un rejet, un point de vue qui était exprimé sur quelque chose qui était la grande distribution qui fait du béton dans la ville. Donc il y avait quand même déjà un point d'entrée, et c'est vrai qu'il n'y avait que la méthode. Voilà. Et donc je me demande voilà, comment est-ce qu'on peut être à la fois affirmer un certain socle de valeur quand même et en même temps rester dans une logique qui est celle de faire émerger des idées, de rendre les gens en capacité voilà, d'exercer leur pouvoir citoyen, leur capacité à formuler des propositions et à contribuer à leur mise en œuvre. Merci beaucoup pour vos exposés respectifs. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des contraintes à ce que ça se développe dans d'autres pays et que le succès en Espagne était très lié justement peut-être à des facteurs culturels. Est-ce que vous pourriez peut-être détailler ce point-là? Et je me demandais également si vous aviez des avis, des positionnements sur des contraintes culturelles ou d'autres ordres au développement du municipalisme en France. Est-ce qu'on a d'autres exemples aujourd'hui que cette ville dont vous parliez, Saillant dans la Drôme, si je le dis bien. Voilà, merci beaucoup. Encore une, et puis on fera un deuxième tour de questions après. Bonjour, ouais, j'ai une petite série de questions qui sont connectées et qui font écho à ce qui a été posé. Je me posais la question justement comment articuler cette conception du pouvoir et de son exercice avec une dimension nationale, puisque on est encore dans des cadres étatiques
assez largement, en tout cas pour ce qui est de la France, certainement. Et comment on peut articuler justement cette conception, cette exercice du pouvoir avec un cadre qui ne s'y prête pas tellement, et du coup ça pose deux questions. Est-ce qu'il faut penser encore à améliorer le système pour pouvoir l'articuler à ce niveau-là, ou est-ce que ça ne met pas tout simplement en cause aussi la notion même de niveau étatique, et à ce moment-là, qu'est-ce que ça implique comme réflexion? Et du coup, ça me fait poser une autre question, c'est qui est un peu de la dimension, enfin, de l'exercice en Suisse, par exemple, du pouvoir, qui, sans être municipalisme, a quand même des dimensions qui ne sont pas inintéressantes de ce point de vue, avec un niveau assez simplifié en termes de structure administrative, notamment, et aussi ce concept de collégialité, qu'on trouve même au niveau du Conseil fédéral, l'équivalent du gouvernement, mais qui représente les différents partis politiques majoritaires, en quelque sorte. Et donc je voulais un peu avoir votre réflexion sur, si vous avez des connaissances, sur ce fonctionnement suisse, et peut-être aussi l'Islande, qui, à mon sens, a aussi eu des pratiques qui pouvaient se rapprocher, mais qui y a eu des différentes techniques qui s'en rapprochent également, et qui, pour le coup, étaient au niveau national. Merci. Alors, merci pour toutes les questions. Peut-être commencer par, ça vous va dans l'autre ordre, on fait dans l'inverse. Sur l'Islande, alors il se trouve que j'ai fait pas mal de reportages là-bas. Moi, la difficulté, c'est qu'il y a effectivement des expériences de démocratie directe qui ont été passionnantes, notamment sur l'écriture d'une constitution propre à l'île. Moi, j'avais été suivre ça, c'était alimenté par des réseaux sociaux. C'est un travail qui a été passionnant, finalement rejeté par le Parlement par ailleurs. Donc, c'est un peu traumatisante là-bas comme expérience. Se pose quand même la question de l'échelle, puisqu'on est sur un pays de 300 000 et quelques, je crois, donc à peu près la ville de Nantes ou Grenoble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est très difficile, je trouve, de tirer des conclusions sur le national et à partir de l'Islande, même si c'est un laboratoire passionnant. Mais c'est quand même un peu, là, il me semble qu'il joue un truc au niveau de l'échelle. Sur la Suisse, je passe mon tour, je ne sais pas, je m'occupe de l'Union européenne. Sur l'articulation, ouais, ça je vais peut-être laisser cette question bien. Non mais moi en fait, là c'est plus une réflexion personnelle, un sentiment, c'est que moi j'étais correspondant 6 ans à Bruxelles pour Mediapart à m'occuper de l'Union européenne, et je me suis assez passionné pour l'expérience des mairies espagnoles, et finalement j'ai construit mes 6 années là-bas dans des allers-retours permanents entre le local espagnol et les institutions européennes. Donc je crois que c'est une manière aussi de dire que j'ai une conviction qui est qu'il faut articuler ce super local-là avec un discours européen, pro-européen, et des institutions européennes avec une approche peut-être plus critique, en tirant des leçons du local. Mais j'avoue que je passe un peu... c'est une manière pour moi aussi de ne pas trop regarder le national et les États-nations et la politique des États-nations qui fonctionne autrement et qui est beaucoup plus déprimante, il me semble. Donc voilà, et il se trouve aussi que dans mon journal, d'autres s'en occupent. Donc ça me va bien, mais je reconnais que ce n'est pas une réponse satisfaisante par rapport à votre question. Mais là-dessus, il y a plein de travaux et plein d'intellectuels qui ont pensé ça sans doute de manière beaucoup plus forte que moi. Alors, sur les facteurs sur l'Espagne et pourquoi il y a une spécificité, moi je ne parlerai pas de facteurs culturels, mais d'abord il y a un truc qui est, on ne se rend pas compte la gravité de la crise sociale, économique, les gens jetés à la rue, qu'il y a eu à partir de 2007 en Espagne, le scandale du rachat de certaines banques, notamment Bankia, l'intervention permanente, enfin il y a doublé des scandales de corruption qui ont touché les 2 grandes familles politiques, le Parti populaire et les socialistes, le PSOE. Donc on a eu un espèce de jackpot complet, un chômage qui a été à plus de 50% pour les jeunes. L'Andalousie, c'est l'une des régions les plus pauvres de toute l'Europe, plus pauvre que des régions en Grèce, etc. Donc du coup, il y a vraiment un contexte qui est beaucoup plus dur, il me semble, qu'en France, et qui du coup fait que ces confluences sur un ras-le-bol de la politique et une alternative, me semble, avec beaucoup plus d'espace pour se déployer. Une question plus technique qui est liée au mode de scrutin municipal. On est sur un seul tour, et ensuite il y a un jeu d'alliance entre les listes qui sont arrivées en 1, 2, 3, 4. Donc par exemple, la Ada Colau, je crois, elle est arrivée seulement en 2, ou alors elle est arrivée en 1 et elle a eu le soutien de la 4e liste ou des socialistes qui sont abstenus. Bref, il y a un jeu pour arriver au pouvoir qui est un peu plus ouvert. Voilà.
Et troisième truc que j'avais noté, c'est oui, qu'il y a une histoire, alors je dirais pas interculturelle, mais la question du municipalisme, elle est en Espagne, elle est liée à la Seconde République aussi, qui était donc avant le franquisme, dans les années 30. Et il y a toute une culture justement du fait que les grands changements arrivent par l'élection municipale en Espagne. C'est les élections de 1931 qui, par exemple, provoquent un changement de régime et provoquent l'arrivée de la Seconde République, qui pour beaucoup de républicains en Espagne est un peu une référence décisive. Et donc il y a tout cet imaginaire-là en Espagne qui est la centralité aussi de l'élection municipale qu'on n'a pas forcément partout en France, évidemment. Voilà. J'avance sur la question de l'idéologie. Alors là, pareil, moi, Elisa, je te laisserai développer. Ce que je peux me contenter de dire, c'est que, pour le coup, les personnels politiques qui a été élu à partir des confluences citoyennes, moi, je les situe clairement à gauche. Et ensuite, quand on connaît bien un peu le paysage, on sait que telle confluence et telle mairie a un profil plus ou moins radical, plus ou moins pragmatique, plus ou moins engagé. Donc à ce jeu-là, moi je dirais par exemple Manuela Carmena, la maire de Madrid, qui est une ancienne avocate contre le franquisme, assume un mandat très pragmatique, très social-démocrate en fait, ce qui lui vaut une opposition. Il y a une aile qui s'est formée, des indignés contre elle, donc elle a une nouvelle opposition de gauche, etc. Je dirais par exemple Joan Ribo à Valence est vraiment sur une expérience, c'est un écolo, je crois qu'il revendique qu'il vient d'un parti écolo à la base, etc. Ada Colau, je la vois sur une forme de gauche plus radicale tout de même. Donc on a des nuances, mais on a quand même, je dirais, un corpus de gauche et des nuances dans la radicalité des expériences. Donc ça, après, on peut rentrer dans le détail, je suis pas sûr que ce soit... Mais j'ai essayé, dans le bouquin, justement, de montrer à quel point ces expériences étaient en fait très diverses, au-delà de l'appellation de mairie du changement. Et dernière chose, pour cette question sur la technicité, je suis bien d'accord, c'est un vrai enjeu. Si on le prend d'une manière un peu plus optimiste, peut-être, puisque, non mais comment faire face à ça? Moi j'avais noté deux choses, si j'arrive à me relire. Oui, donc par exemple l'histoire des capteurs, c'est marrant parce que dans Mediapart on a publié là vers Noël toute une expérience à Rennes, mais j'imagine ça existe dans d'autres mairies en France, de justement sur les capteurs de la pollution dans l'air, donc je ne sais plus quelles particules. Donc de fabrication citoyenne de ces capteurs dans des Fab Labs, justement pour donner un peu, voilà, enseigner, outiller les citoyens, vous disiez, sur ces pratiques-là. Donc, non mais c'était un exemple pour, oui c'est compliqué, oui c'est technique, mais oui, mais visiblement il y a du monde et il y a des gens qui apprennent à faire ces capteurs-là pour justement faire eux-mêmes leur expertise là-dessus. Ouais, alors moi je suis pas au courant de... Oui, j'imagine qu'il y a plein de choses. Il y a aussi des trucs à Paris, je crois, qui ont lancé... voilà, donc ça, je me suis penché. Et j'arrive plus à me relire, donc je crois que je vais passer la parole. Ouais, pardon. T'auras une seconde chance. Ouais, excuse-moi. Ouais, je vais pas redire, je vais compléter, je vais reprendre dans l'autre sens du coup, je vais reprendre depuis la technicité de l'action publique et la complexité de l'action publique qui est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas ignorer, qui est à mon avis du registre aussi de voilà, la préparation et la formation continue des élus. Aujourd'hui c'est un drame en France, je pense qu'il faut le dire. Il y a un vrai souci au niveau de cet accompagnement-là. Il y a de véritables besoins. Il y a des initiatives qui se nouent. On a l'initiative de tous élus aussi. C'est ça, un MOOC, Solène pourrait nous en dire un mot peut-être là-dessus, qui veut justement donner le minimum de requis pour comprendre l'action publique à des gens qui voudraient se lancer dans des listes, par exemple pour les élections de 2020, pour dire que c'est pas hors de portée et que ça peut outiller les gens. En termes d'outillage, j'en profite pour dire que nous aussi, en fait, on lancera en 2019 un MOOC sur le municipalisme, en fait, qui fera le lien à tous ces partenaires-là, en fait, qui sera une façon de donner à voir, pas de dire ce qu'il faut faire et que c'est le modèle et qu'il faut suivre, on est bien d'accord, mais juste pour vraiment mettre à disposition les outils, les analyses et les expériences pour ceux qui s'en inspireraient. Dans le lien complexité de l'action publique, budget participatif, les budgets participatifs aujourd'hui, c'est vraiment un merveilleux outil de pédagogie de l'action publique. Donc comment comprendre ce que c'est qu'un budget d'investissement à Paris, ça a été le cas. Donc comment ça fonctionne une mairie, qui est chargée, les délais, comprendre les délais d'instruction d'un dossier, etc.
essayer de passer de logique de demande individualisée ou individuelle. Moi, dans ma petite rue, j'aimerais bien avoir un potager qui fait joli ou avoir plus de fleurs, etc. Parce que c'est aussi le travers du budget participatif, c'est que ceux qui ont les possibilités de se faire entendre et de capter, soit dans cette logique de démarche très individualisante finalement, mais quelque part le budget participatif amène aussi à d'autres considérations plus vers l'intérêt général, et tous ces processus de coproduction, c'est ce qui produit une meilleure compétence, une meilleure connaissance de la complexité de l'action publique et une meilleure direction vers l'intérêt général. La question aussi de la complexité de la formation, des budgets participatifs et d'autres dispositifs dans bien d'autres municipalités, c'est valable parfois à Grenoble, mais beaucoup à Kingersheim par exemple. Joe Spiegel dirait qu'il n'y a pas une seule séquence démocratique qui ne soit pas basée sur on définit le périmètre démocratique, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les moyens, quelles sont la loi, quels sont les machins. Période de formation réciproque de tous les acteurs, élus, habitants et agents aux méthodes d'animation, etc. Et 3, information. Donc là, on fait venir des experts et on monte tous en compétences collectives sur un sujet-là. Que ce soit sur les questions du culte, que ce soit sur les questions écologiques, que ce soit sur la question des rythmes scolaires, la microbiologie, faire intervenir des experts de la question, c'est aussi ça, c'est se dire que pour faire ensemble, on n'est pas tous experts, il y a une expertise d'usage, il y a une expertise citoyenne, on peut la renforcer, mais collectivement aussi, ce jeu de la coproduction de l'action publique, ce jeu du municipalisme, elle permet cette montée en compétences collectives, y compris sur des sujets qui appartiennent de l'ordre de la technicité. Donc c'est ce que je voulais peut-être redire. Sur les tensions idéologie municipalisme versus méthode, est-ce que la méthode suffit, on l'a bien dit, tu l'as redit, enfin, je crois qu'il faut il y a des outils et il y a le sens et la vocation, la vision qui permet d'utiliser les outils. Et les luttes, les mobilisations, les cultures historiques, on l'a abordé tout à l'heure, les valeurs sous-jacentes, elles sont aussi des éléments de la vision et qui font que ces outils ne sont pas utilisés, ou ces méthodes, elles ne sont pas qu'utilisées comme ça, sans direction. Et il y a vraiment ce besoin de sens qu'il faut respecter, qu'il faut dire aussi, qui sont des orientations. Il y a Saillant, ils le disent, attention, nous on a élaboré un programme, mais qui était aussi avec une charte qui posait nos valeurs humanistes, progressistes, et un non-programme, mais des orientations écolo, sociales, qui étaient clairement affichées. Alors, et je sais que c'est la complexité, et en même temps c'est un débat, parce que finalement, si on joue le jeu de cette ouverture démocratique, dire la diversité est là, on gère la conflictualité, on l'ouvre vraiment, finalement, est-ce qu'on ne peut pas s'amener mutuellement, s'influencer mutuellement vers des orientations voilà, qui honorent notre humanité. Donc voilà, je voulais juste dire que par rapport aux contraintes culturelles, est-ce qu'en France on a des contraintes culturelles? En France, on est quand même un pays très centralisé, on est un pays aussi de la culture très verticale, très hiérarchisée. Je ne sais pas si plus ou moins qu'en Espagne, donc ça compte. Mais je veux dire que on parle de municipalisme stricto sensu. En France, on ne se retrouve pas forcément avec énormément d'expériences, comme peuvent se revendiquer les expériences espagnoles sur le sujet. Mais il existe en France énormément d'initiatives, énormément de politiques volontaristes, de combien de nombre d'élus dans des micro-ruralités jusqu'à des villes importantes. Vraiment, on a parlé du budget participatif à Paris, parlons des élus de Rennes et de leur coalition, parlons du travail de Charlotte Marchandise, parlons de Joe Spiegel dans les villes périurbaines, parlons de Los Angeles sur un terrain minier avec toute cette culture de l'implication habitante, parlons de Grenoble, de Trémargat et du Pays Basque et de combien d'autres. Donc le terreau, il est quand même là. Enfin, les barrières culturelles, elles font que, on l'a dit, hein, quand on parle de municipalisme en milieu rural, on dit bah, nous aussi on fait ça. Finalement, dans les toutes petites communes en France, nos 36 000 communes avec moins 1000 habitants, c'est un peu de ça qui se joue et qui se fait aussi. Donc, mais c'est pas reconnu, c'est pas identifié, voilà. Donc il y a un terreau favorable clairement en France, il y a un gros enjeu de ce côté-là en 2020, voyons ce que ça donne.
Voilà, je vais peut-être vous donner la parole. Oui, juste une remarque. Le danger quand il y a un nouveau concept, c'est le réductionnisme. Ma question porte sur le code éthique de Barcelone, que vous avez représenté tout à l'heure, et je n'ai pas compris l'alinéa concernant la professionnalisation de la politique. Là, je voudrais quelques éclaircissements. Oui, bonsoir. D'abord, merci pour vos interventions. J'ai deux petites questions très rapides. Bon, je vais évoquer évidemment les Gilets jaunes. Je voulais savoir, en fonction de ce que l'on sait de ce mouvement, est-ce que c'est une opportunité pour le municipalisme? Mais en rebondissant sur ce que vient de dire Elisabeth, il y a plein de choses qui existent. Apparemment, ça n'a pas empêché ce mouvement d'émerger. Donc, comment vous jugez ça? Et puis, par rapport au désarroi des maires, les fameux 50% qui ne peuvent pas se représenter, est-ce que ça représente un appel d'air pour le municipalisme ou pour l'extrême droite? Oui, je voulais poser une question sur le mot gouvernance et une autre sur les intercommunalités et la baisse du nombre de communes en France. Alors sur le mot gouvernance, c'est parce que Elisabeth, plusieurs fois vous avez parlé de l'IRG, Institut de recherche sur la gouvernance, et je me suis aperçu que le siège de l'IRG, c'était 38 rue Sabin, donc je pense qu'il y a un lien avec la fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme. Et quand je regarde cette fondation, je vois le rôle de Pierre Calam, qui l'a dirigé pendant très longtemps, c'est un très haut fonctionnaire à l'équipement. Et je découvre aussi que Pierre Calam, c'est un des rares qui a écrit un livre sur le mot gouvernance, dans un sens plutôt positif, alors que la plupart des autres écrits sur la gouvernance, c'est pour insister sur le fait que gouvernance, c'est un mot pourri, c'est un mot qui vient des milieux du néolibéralisme, c'est un mot qui est apparu à la fin des années 80 autour de la Banque mondiale. Là, j'ai ici le livre du sociologue Alain Deneau, le Canadien. Ça s'appelle « Gouvernance, le management totalitaire ». Donc je trouve que l'emballage gouvernance, ça me semble très dangereux. Enfin, vous expliquerez là-dessus. Et l'autre... on a appris cet été à l'université d'été de l'Utopia, à la soirée avec un élu de Trémargat et un représentant de l'association des petits maires ruraux, que l'Union européenne est très énervée par le fait qu'il y ait encore 36 000 communes en France. Et le désir de l'Union européenne, c'est que cet échelon n'existe pas, qu'on détruise le plus de communes possible. Je voulais savoir, à cause de l'imposition des intercommunalités, le nombre de communes, pour le moment, a baissé de combien en France? Je trouve très dangereuse cette baisse du nombre de communes, parce que le municipalisme est d'autant plus possible que l'échelle est petite. Enfin, c'est mon point de vue. Et on a appris cet été, à cette réunion, que par exemple, le préfet de la Creuse a envoyé une lettre à tous les maires de la Creuse en disant « Monsieur le maire, vous avez un mois pour nous dire avec quelle commune vous voulez vous associer. » Alors je trouve que c'est vraiment un oukase extrêmement dangereux et je vous remercie de donner des détails à ce sujet. Bonsoir. Un petit mot pour, vu qu'on parle de moment, parce que vous avez dit que le gouvernement italien fait des extrême droite, mais il y a aussi les moments 5 étoiles, qui est parti comme ni droite ni gauche, parce qu'il parlait, il se définissait ni de droite ni de gauche, et il avait des instances localistes, comme ça, comme aussi comme les instances contre les notables et tout ça. Voilà. Non, le premier aspect. L'autre aspect, c'est aussi ce qui concerne les projets, l'Absus et la carte de Bologne. Bah, il faut toucher et parler de la carte de Bologne, pas aussi. C'est très complexe là, parce que la chose est très floue. Et donc, un petit. Parce que j'ai travaillé dessous, donc c'est vraiment très flou. Et un autre aspect qu'on a touché, parce qu'on a parlé de governance, on a parlé de governing, donc l'aspect qui renvoie à Elinor Ostrom,
son prix Nobel, ce qui concerne la gouvernance du bien commun. Et donc maintenant on a mis peuple, gouvernance et pouvoir et État. Il y a un autre mot qui n'est pas touché, et je vais quelques renseignements en plus, quelque chose en plus, c'est donc les concepts de propriété. Qu'est-ce que référence théorique que vous avez de propriété? Si vous avez un plan pour dépasser la propriété, donc pour la gouvernance des biens communs et du commun. Merci beaucoup. Pardon. Merci pour cette dernière question. Ah, encore une. Pardon. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. J'aurais une question concernant est-ce que l'existence et le développement des monnaies locales est une initiative, sont des initiatives positives qui vont dans le sens du municipalisme? Merci, c'était très varié, mais très complet en tout cas. Je te laisse, Elisabeth. Je réponds sur quelques points. Le désarroi des maires, effectivement, je ne sais plus qui avait posé la question. Oui, voilà. On est dans des démissions records depuis 2014 en France, de nombre d'élus locaux en fait qui n'en peuvent plus puisqu'ils ont plus de charges. Oui, ils ont plus de charges, plus de responsabilités que finalement de moyens d'agir. Donc c'est très compliqué pour eux. C'est vraiment une réalité, une interpellation forte. Donc je pense qu'on évoquait tout à l'heure quelque chose sur lequel je n'ai pas répondu, mais je vais répondre aussi maintenant. C'est que je pense que le cadre institutionnel de notre 5e République, il y a à revoir profondément et à bien des niveaux. Et l'organisation territoriale, la répartition de nos pouvoirs, et ça me permet de répondre aussi à la question de l'intercommunalité, il est aussi à revoir, tant qu'on a cette logique, oui, des 36 000 communes. La logique de l'intercommunalité, elle n'est pas mauvaise si on revoit son fonctionnement démocratique, ce qui n'est pas le cas encore. Et si on revoit aussi la logique de nos politiques territoriales qui visent à instaurer plus une compétitivité entre territoires, à une compétitivité économique au profit des plus grosses agglomérations, des plus grosses métropoles. Et c'est aussi une réalité de l'organisation territoriale en France qui pose problème. Donc à mon avis, revoir aussi ces équilibres-là. Juste pour revenir sur le désarroi des maires, je pense qu'il y a, oui, un désarroi. Après, il y a une volonté, un engouement aussi d'agir de certains. Je ne sais pas combien ça va contribuer ou non au renouvellement lors des prochaines municipales. Je regardais dans des articles plus récents ce qui s'est passé dans les élections à mi-terme aux États-Unis, avec justement beaucoup de renouveau, beaucoup de nouveaux candidats qui en ont assez, et puis qui se disent bah, je vais y aller parce que j'ai envie d'essayer, j'ai envie de changer, j'ai pas envie de rester assis, c'est à portée de main, c'est... Voilà. Et donc voilà, je me dis qu'il y a ces différentes configurations qui jouent là, je sais pas du tout qu'est-ce qui l'emportera. Je pense qu'il y a clairement, je l'ai dit tout à l'heure, un boulevard pour des partis extrêmes qui voudraient s'emparer de ces scènes locales facilement parce que personne n'y va plus. Ça aussi, c'est un point de vigilance. J'habite dans le Gard et dans une région aussi qui est beaucoup interpellée de ce point de vue-là, donc je peux en parler. Voilà, je vais juste répondre ensuite sur le mot gouvernance. Donc pour vous dire que l'IRG en fait avait été créé en 2006 et a arrêté en fait là en septembre 2018 ses activités, qu'il avait été créé par la Fondation Charles-Léopold Meyer justement pour s'inscrire dans un contexte international où le mot gouvernance n'était utilisé que par les institutions financières internationales qui n'y voyaient derrière qu'une façon de faire un copier-coller avec des méthodes managériales issues de l'entreprise et appliquées au domaine public. Et donc tout notre travail à l'IRG a été pendant plus de toutes ces années, plus de 12 ans, de contribuer à donner, à voir cette autre réalité de la gouvernance qui vit selon les contextes, qui est profondément démocratique, qui se base sur d'autres choses que de la légalité, que de l'institutionnel, mais aussi sur des croyances partagées, sur des cultures, et voilà, qui est aussi monde de notre société, qui pose la question de l'adhésion au pouvoir, et qui renvoie beaucoup, et qui nous a amené d'ailleurs à revenir en Europe et en France tout dernièrement. Là où il y a jusqu'en 2010, on nous disait mais non, problème de légitimité du pouvoir en Europe, pas du tout. Problème de populisme en Europe, pas du tout.
Donc voilà, pour dire aussi que les sphères de débat, y compris en Europe, elles évoluent, elles bougent. Voilà. Voilà, donc c'est pas qu'un mot pourri, c'est un mot valise qui a été utilisé, détourné à bien des niveaux. Voilà, puis je vais peut-être te laisser la parole sur l'Italie, les communs, la propriété, les monnaies locales. Et les gilets jaunes, ouais. Peut-être là-dessus. Ouais, le plus facile, c'est les monnaies locales. Alors là, oui, et en même temps, je le déconnecterai, c'est-à-dire qu'il y a des monnaies qui existent en Catalogne, par exemple, alternatives, qui existent bien avant que la confluence Barcelone en Comú n'ait gagné. Il y a un discours très fort et qui a imprégné beaucoup d'activistes du local en Espagne, et qui est l'idée que, ok, on va essayer de prendre les institutions, mais il faut aussi construire nos propres institutions. Et donc du coup, il y a des expériences de monnaie locale, comme justement des expériences aussi de contre-pouvoir, et notamment de ceux qui ont préféré ne pas prendre le pouvoir et se lancer dans justement des alternatives. Donc les deux se conjuguent assez bien, et il y en a plein en Catalogne. Ouais. Sur les gilets jaunes, alors, je fais un peu la promo de mon journal, mais je travaille là-dessus, sur un peu les liens entre les colères du Brexit en 2016, le mouvement 5 étoiles en Italie et la colère des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a des choses en commun? Est-ce qu'on peut faire des rapprochements, etc. Alors ce qui est difficile, c'est que pour l'instant, c'est un mouvement qu'on comprend quand même très difficilement, qui est absolument passionnant, mais qui a l'air très nouveau en même temps. Et donc, moi, tout ce que je dis là est juste des impressions et des hypothèses que je teste, mais qui n'ont pas plus de valeur que n'importe qui. Enfin, voilà, je n'ai pas d'expertise particulière sur la question, si ce n'est du côté espagnol. J'ai l'impression qu'il y a des... Là, je vous parle plus du mouvement indigné qui a surgi sur les places espagnoles avant de basculer dans l'institutionnel, puisque de toute façon, les Gilets jaunes, c'est très tôt. Certains parlent d'une liste aux européennes, mais on verra. Enfin, voilà. Absence de leader dans les deux cas. Les médias, beaucoup de médias qui disent on n'entend pas les revendications précises. Ça, c'est un truc qu'il y avait tout le temps en Espagne, sur mais qu'est-ce que demandent les indignés, qu'est-ce que vous voulez exactement, c'est trop flou, etc. Donc ça, c'est vrai que ça ressemble. J'ai l'impression aussi une demande, il y a quand même un discours de certains sur l'architecture institutionnelle, qui rejoint quand même pas mal des préoccupations qu'il y avait sur les assemblées, etc. Et après, le truc, l'élément le plus important sans doute, un peu les analyses de Gérard Noiriel, là, à chaud sur le mouvement, qui dit, bah voilà, c'est une bonne nouvelle, tout simplement parce que c'est le retour de la question sociale au premier plan, mais peut-être tout le monde ne sera pas forcément, mais lui dit ça et ça me semble assez convaincant. De la même manière, le surgissement des indignés en Espagne, là, une très bonne, sur le déroulé de la politique, ça agit comme une manière de canaliser l'indignation populaire sur des thématiques et sur un agenda de gauche. Ce qui a fait que pendant des années, et aussi parce qu'il y a eu le franquisme il n'y a pas longtemps, mais quand même aussi parce que les indignés ont agi comme un espèce de matelas de protection, il n'y a pas eu une extrême droite comme on se développait, comme on l'a vu dans d'autres pays d'Europe. Et il me semble que là-dessus, sur imposer un agenda de gauche, bon là, une question d'un agenda social, voilà, il y a peut-être des échos. Après, je vois aussi pas mal de différences, notamment dans la manière dont les indignés ont créé des conditions d'une inclusion, d'ouvrir de manière très consensuelle à beaucoup d'éléments et segments de la population, sur des problématiques beaucoup plus collectives d'une communauté, d'une société, ce que j'ai l'impression, je ressens moins ici, mais encore une fois, je m'appuie sur la lecture de beaucoup de reportages, de l'édition de nos articles, etc., mais peut-être que je vais être démenti dans 2 jours. Donc voilà, c'est vraiment des trucs à chaud là, que je partage, et sans doute il y aura d'autres interventions qui vont dire que vous n'êtes pas d'accord, mais j'ai l'impression qu'on articule moins le collectif, et voilà, ce qui était très fort, et l'autre dimension très forte dans l'indignation en 2011 en Espagne, et très fort dans le local là-bas, c'est la dénonciation, la corruption en politique. C'est vraiment un truc très, très fort sur la question de la transparence, etc., qui là, pour le coup, est totalement absent du mouvement. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on est peut-être... donc ça me paraît quand même des différences assez majeures et qui limitent, voilà. Et en même temps, on est sur des moments totalement différents. Évidemment, là, il y a un cycle de 10 ans d'indignation, donc on a tiré plein de leçons et des bouquins, etc. Là, les choses surgissent, et moi, je m'appuie un peu sur ce que j'ai eu des chercheurs, mais voilà. Et dernier truc, parce que je suis peut-être trop bavard, donc sur le mouvement 5 étoiles, ouais, alors, moi j'ai dit gouvernement d'extrême droite, moi
c'est un débat à la rédaction, mais moi il me semble qu'à partir du moment où il y a une alliance et des choix qui sont faits sur la politique migratoire notamment, je ne vois plus en fait, rendre les choses un peu compliquées, ou en tout cas on peut dire qu'il y a une mainmise par exemple de la Ligue sur les questions migratoires, etc. Donc c'était peut-être un raccourci de ma part, même si voilà, il y a une aile gauche sans doute dans le mouvement 5 étoiles que j'entends moins qu'une autre aile. Et c'est vrai qu'il y a des échos, par exemple dans l'opposition du mouvement 5 étoiles au Lyon-Turin, sur l'ancrage local, etc., qui peut faire, voilà, c'est des choses qu'on travaille aussi, mais tout ça, c'est en train de se passer, donc j'ai du mal à généraliser. Et voilà, moi j'ai cité des magistrices à Naples, comme un exemple justement d'un discours à la fois européen, mais peut-être que vous avez... Enfin, voilà, moi j'ai fait un entretien, on avait... voilà, sur la question typiquement de la remunicipalisation des services publics, de la question de l'eau, il y avait un référendum qui sont des questions très importantes en Italie, je sais bien. Du coup, il me semble que là, il y a une circulation avec les expériences espagnoles qui sont manifestes. Je la vois moins sur la question de la mairie à Rome qui est tenue par le mouvement 5 étoiles ou à Turin, où il me semble que ça circule moins avec les expériences espagnoles. Mais voilà, j'en dis pas plus. Et sur la question des communs, c'était plutôt toi sur l'histoire de Bologne qui était un peu interpellé, et en même temps c'était aussi pour moi que c'était flou. Voilà. Est-ce que je peux répondre encore à ce que je vous ai... Et la question sur la professionnalisation de la politique qui est citée dans le code éthique, je ne comprends pas du tout ce que ça signifie. Et ça a l'air même contradictoire avec la démarche du municipalisme. Ouais, mais c'est plus sur le... parce que les dispositions sont assez claires, c'est plus le terme de professionnalisation qui vous gêne, c'est ça? On dit, il me semble que Sarkozy avait dit la politique c'est un métier, donc... non, alors c'est pas ça l'idée, mais effectivement je pense que... Peut-être pour... donc, déjà pour vous dire que ce code il est disponible en fait en français, il est traduit, donc si vous voulez vous y référer, donc la section 3 qui s'en réfère à la professionnalisation de la politique, suppression des privilèges et mesures contre la corruption. Elle intègre tout ça, donc pour vous en lire quelques-unes pour que vous compreniez, les personnes élues ou nommées à un poste politique, y compris les postes de gestion, s'engagent à renoncer aux cadeaux et privilèges que l'on pourrait leur offrir par rapport à leurs conditions ou leur poste, et qui pourraient constituer des traitements de faveur, ne pas cumuler les postes au sein des institutions, sauf ceux de conseillers, donc ne pas cumuler les salaires ni toucher de rémunération extra pour assister à des réunions. Donc limitation là, du salaire mensuel maximal à 2200 €, enfin ça on en a parlé, limitation du nombre de mandats aussi, porté à 3, voilà, démissionner immédiatement pour des délits de corruption ou autres, voilà. C'est plutôt une non-professionnalisation de la politique. Je pense que c'est pour considérer, en fait, pendant ce parcours de la vie politique qui pourrait être amené à durer, en fait, comment on intègre cette vie, cette durée de la vie politique. Après, il y a aussi toutes les questions avec les conflits d'intérêts. L'égal voilà. d'une profession. Celui qui s'engage complètement et qui offre tout le temps de sa vie pour ce combat, ça devient une profession. C'est une charge. J'entends comme ça. Donc, avec une éthique, bien sûr, mais je trouve que c'est le considérer comme une profession. Et je trouve pas ça choquant. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire aussi sur le statut de l'élu. Ouais. Bien, merci Elisabeth, merci Ludovic. Donc, merci à vous pour ces questions intéressantes. Donc, sachez que la prochaine conférence se tiendra le 15 janvier avec pour titre « L'imposture du transhumanisme ». Donc, ça fait suite à la conférence qu'on avait eue avec Jacques Testard le mois dernier, je crois, sur une question un peu similaire, avec Jean Mariani, neurochirurgien. Merci, et vous pouvez bien sûr revoir cette conférence, je pense, très riche, grâce à nos deux intervenants, bientôt en ligne d'ici 3 semaines peut-être. Merci à vous, bonne fin de soirée.